La fin de la Première Guerre mondiale laissa les Britanniques avec un grand nombre de destroyers de tailles et de capacités très variées, mais aussi avec le sentiment que les futures opérations de combat se dérouleraient probablement beaucoup plus loin que la mer du Nord. Ainsi, tout nouveau destroyer aurait besoin d'une autonomie considérablement accrue et devrait idéalement s'appuyer sur les capacités des destroyers existants pour établir un nouveau type standard. Tous s'accordaient sur l'avantage d'une batterie de 4 canons simples de 4,7 pouces, mais des débats subsistaient sur l'armement en torpilles. Les plus grands destroyers actuels avaient 2 tubes lance-torpilles triples, mais le débat portait sur l'adoption d'une paire de tubes quadruples ou de 3 tubes triples. Finalement, les problèmes d'encombrement liés à l'installation de 3 tubes triples bout à bout ont conduit à l'adoption de la paire de tubes quadruples. L'opinion générale était qu'un tel armement pouvait être installé sur un destroyer si le nouveau type était à peu près aussi grand que les anciens chefs de flottille. Dans les précédentes classes de destroyers, la pratique britannique était de construire par flottille un navire légèrement plus grand, doté d'un canon additionnel et de logements pour l'état-major et les officiers dirigeant la flottille. Il y a cependant eu quelques réticences, certains plaidant pour une séparation entre destroyers de flotte et destroyers d'escorte. D'autres préféraient le canon de 4 pouces au lieu de celui de 4,7 pouces. Pour plusieurs raisons, notamment une meilleure élévation anti-aérienne et une cadence de tir accrue, ce qui, selon eux, serait utile en mêlée, ce qui est intéressant pour 1919. Cependant, la puissance d'arrêt globale supérieure du canon de 4,7 pouces, qui, surtout avec les nouveaux obus alors en développement, signifiait qu'il pouvait même percer les ceintures des croiseurs moins bien protégés, a finalement emporté la décision en faveur du canon plus lourd. Cela a conduit au développement du HMS Amazon et du HMS Ambuscade, des navires prototypes qui incarnaient en grande partie cette réflexion. Après avoir noté les forces et faiblesses de ces navires, il était temps d'envisager la commande d'une nouvelle classe. Cela a commencé à la mi-1926, avec pour objectif de poser les premières quilles des navires environ 1 an plus tard. Les besoins de la Royal Navy ont principalement déterminé la taille globale du navire, bien que certains aient mal accepté l'idée de construire des navires plus grands et donc plus coûteux. Certains doutaient que cela suffirait à obtenir assez de navires, mais d'autres jugeaient essentiel d'avoir un navire plus grand pour les objectifs de la Royal Navy. Ce dernier avis a prévalu. Le principal problème était l'autonomie. Plutôt qu'une simple donnée d'autonomie absolue à vitesse de croisière, l'autonomie indiquée correspondait à une certaine période passée à 16 nœuds, ce qui était légèrement supérieur à la vitesse de croisière économique moyenne, mais proche de la vitesse de croisière de la flotte si un combat était jugé inévitable. Avec un peu de vapeur supplémentaire dans les chaudières prêtes pour une accélération rapide, plus une période supplémentaire de fonctionnement à 2/3 de la puissance. Cela a finalement abouti à une spécification de 1500 milles nautiques à 16 nœuds suivie de 12 heures passées à 2/3 de la puissance, l'autonomie absolue augmentant évidemment à mesure que la vitesse globale diminuait. 2/3 de la puissance était vue comme une moyenne pratique, reflétant la pleine puissance et les vitesses plus faibles qu'un destroyer pouvait maintenir pendant 12 heures de combat. Ce chiffre correspondait presque parfaitement à l'autonomie et à la vitesse requise pour escorter une flotte partant de Singapour jusqu'à l'endroit où l'on pouvait s'attendre à rencontrer l'ennemi. Que la marine impériale japonaise à l'offensive, plus évidemment le temps pour le combat et le carburant pour rentrer à la base, ne soit pas exactement une coïncidence. L'armement s'est limité à 4 canons simples de 4,7 pouces, 2 superposés à l'avant et 2 à l'arrière. 2 lance-torpilles quadruples placées au centre du navire sur l'axe central, et soit 2 mitrailleuses anti-aériennes quadruples de calibre 50, soit une paire de canons pom-pom pour la défense anti-aérienne. Ils étaient interchangeables, avec quelques points de montage pour des mitrailleuses Lewis. Les premières tentatives d'augmenter l'élévation des canons de 4,7 pouces pour améliorer la défense anti-aérienne ont finalement été rejetées en raison de la complexité et du poids. Mais des dispositifs importants pour les charges de profondeur, l'équipement de pose de mine et un appareil de drague à grande vitesse appelé la drague de destroyer à 2 vitesses, ou TSDS, étaient tous inclus. L'installation et l'espace pour l'ASDIC, aujourd'hui appelé sonar, étaient aussi prévus. Avec 34 000 chevaux à l'arbre, entraînant 2 hélices pour une vitesse maximale de 35 nœuds, avec un déplacement standard d'environ 1350 tonnes,
De nombreux navires pouvaient aller un peu plus vite lors des essais. Cette conception serait désignée sous le nom de classe A ou classe Acasta, et 8 navires seraient commandés, plus un chef de flottille plus grand, le Codrington, qui possédait un 5e canon au milieu du navire, entre les deux cheminées. 2 navires très similaires seraient également construits pour la Marine royale canadienne, le Saguenay et le Skeena, avec quelques modifications mineures apportées à ces navires pour répondre aux exigences de la Marine royale canadienne. 8 autres navires seraient commandés selon une conception presque identique sous le nom de classe B ou classe Beagle. En plus d'un autre chef de flottille, le Keith, bien que dans ce cas, le Keith était visuellement presque identique au navire qu'il devait diriger, ayant un déplacement légèrement supérieur à cause de quartiers agrandis pour les officiers supplémentaires, mais sans armement en plus. La principale différence entre les deux flottilles était que la classe A était équipée du TSDS et la classe B de l'ASDIC, bien que dans la décennie suivante, la classe A recevrait de toute façon l'ASDIC dans les espaces déjà prévus à cet effet. Mises sur cale en 1928 et 1929 mises en service en 1930 et 1931, les classes A et B étaient, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les plus anciennes flottilles de destroyers modernes de la Royal Navy et subiraient d'importantes modifications au fur et à mesure de l'avancée du conflit. Au départ, un ensemble de tubes lance-torpilles fut remplacé par un canon anti-aérien de 3 pouces, puis l'ajout du radar, de davantage d'équipements anti-sous-marins et d'armes anti-aériennes légères commença à empiéter sur l'armement principal. D'autres équipements furent installés en fin de guerre, principalement pour des missions d'escorte, alors que des navires plus récents et plus grands entraient en service. À la fin de la guerre, certains navires ne disposaient plus que de 2 canons principaux et d'un seul lance-torpille quadruple, le canon arrière ayant été remplacé par davantage d'armes anti-sous-marines et l'un des canons avant ayant été remplacé par un lanceur Hedgehog. La moitié des 20 navires construits dans cette famille apparentée furent perdus à cause des actions ennemies, la plupart au cours des 2 premières années de la guerre. En 1939, une mine a coulé le HMS Blanche, tandis qu'en 1940, Brazen et Codrington ont été coulés par des avions allemands. L'Acheron a été perdu à cause d'une mine. L'Acasta et l'Ardent ont sombré en défendant le HMS Glorious face au char Norst, et le Keith et le Basilisk ont été perdus durant l'évacuation de Dunkerque. Après environ 2 ans sans autre perte, la Chatte serait coulée par le croiseur Admiral Hipper lors de la bataille de la mer de Barents à la fin de 1942 et le Boudica serait coulé par des avions en 1944. 3 autres navires seraient rayés des listes pour d'autres raisons. Arrow a été prise dans l'explosion d'un navire de munitions à l'été 1943 et a été jugée trop coûteuse à réparer. Le Skeena a été poussé sur le rivage alors qu'il était ancré au large de l'Islande par une tempête. Et Saguenay a été accidentellement éperonné par un cargo qu'elle escortait à la fin de 1942, ce qui a déclenché ses charges de profondeur, arraché sa poupe et entraîné sa conversion en navire-école. Tous les navires survivants étaient considérés comme beaucoup trop petits pour être utiles après la guerre et ils ont été rapidement démantelés. À l'exception du Boreas, qui avait été prêté à la marine grecque vers la fin de la guerre et a survécu en servant sous le nom de Salamis jusqu'au début des années 1950, lorsqu'il a été remplacé par d'anciens destroyers Fletcher de la marine américaine et renvoyé pour être démantelé en 1952. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.